Bon, mais déjà très content d'accueillir Guillaume, que je vais laisser après se présenter, mais en tout cas je suis très content de l'accueillir. Guillaume du HBC Nantes, avec qui on travaille depuis quelques années et qui va donc vous raconter un petit peu comment il travaille au club le parcours supporter, parce que j'ai eu la chance de le voir, de le vivre il y a quelques jours. Donc, j'ai pu aller voir 2 de nos clubs, Nantes Basket Hermine ici présent également. Donc c'était toujours sympa de venir vous voir, en tout cas je le dis, et pour certains j'espère que je pourrai venir vous voir bientôt. Je vais te laisser te présenter, Guillaume, ce sera beaucoup plus simple. Bonsoir à tous, enfin bonjour. Du coup, Guillaume Charpentier, je suis au Stadium Manager au HBC Nantes depuis 2014 en CDI. Je suis depuis peu également directeur de la H Arena parce qu'on a l'exploitation de la salle. Donc voilà, donc mon rôle essentiel au sein du H, c'est l'économie de la salle. Donc c'est tout ce qui est billetterie, food and beverage, merch, logistique, organisation des matchs et également toute la partie H Arena, donc organiser d'autres événements. Donc voilà. Moi, je voulais surtout introduire ce que c'est le HBC Nantes. Encore une fois, j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années pour d'autres raisons, et j'ai vu le gap, en tout cas l'évolution en peut-être une dizaine d'années. Pour rappel, le HBC Nantes, en quelques chiffres, hein, c'est chaque saison 25 matchs à la maison, une vingtaine à guichet fermé, plus de 97% de taux de remplissage. Donc c'est des chiffres qu'il faut quand même je vais dire valoriser, parce que dans le sport professionnel, il n'y a quand même pas beaucoup de clubs qui sont à guichet fermé, tout sport confondu. On en connaît quelques-uns, mais c'est vrai que c'est pas forcément très très courant. La H Arena, donc c'est une capacité de 5900 places, et ils ont pu organiser le club à l'exploitation de la salle, donc ça permet quand même aussi de diversifier son activité en mettant à profit, on va dire, l'expérience. Vous le vivez tous au quotidien, vous êtes quand même les mieux placés, ceux qui sont dans des clubs, pour gérer une infrastructure que vous connaissez et que vous utilisez encore une fois au quotidien lorsque vous allez créer d'autres événements. Et ils ont eu la chance d'organiser le Trophée des Champions, le Final Four de Coupe d'Europe, de Coupe de la Ligue, et puis après des championnats de France, d'Europe de boxe. Il y a eu le combat de Tony Yoka, je crois, à l'époque aussi, du MMA, et même des choses un peu plus, on va dire, diversifiées avec des spectacles comiques et un stand-up, un spectacle en co-construction, on va dire co-production, qui arrive dans quelques semaines. Tout à fait. Je voulais juste d'abord faire un petit focus sur le H. Le H, alors, le club est né en 53, donc c'est très vieux, mais il est monté en D1 qu'en 2008, donc on est relativement jeune dans la carrière professionnelle du club. Moi, je suis arrivé en 2012, donc en 2013, on était 6 salariés. On faisait en moyenne 78 000 spectateurs. J'ai commencé la billetterie, j'ai commencé par la billetterie parce que le président à l'époque, qui est toujours le même, Gaël Pelletier, a toujours dit l'économie, ça doit venir par la salle. Donc moi, je suis arrivé en 2013. Le premier truc que j'ai fait, j'ai réduit de 50% le nombre d'abonnés, mais le chiffre d'affaires a augmenté de 20%. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit que c'était une bonne vision, que de faire payer les gens, ça avait du sens, à sa juste valeur, bien évidemment. Donc depuis 2013, on a plus que doublé le nombre de spectateurs. Alors c'est lié au nombre de matchs, bien évidemment. Donc quand on est en Ligue des Champions, on fait plus de matchs. La moyenne, elle est au-dessus de notre capacité de salle, tout simplement parce qu'on délocalise 3 matchs au parc des expositions de la Beaujoire. Donc on est à plus de 10 000 personnes. On est monté une année même à 11 000 personnes sur un match. Donc voilà. Donc avant, on était sur un match à la XXL. Maintenant, on est à 2, voire 3. L'idée, c'est d'en faire peut-être 4 dans le futur. Mais voilà. Donc aujourd'hui, on a 150 000 à peu près spectateurs par an, uniquement sur la partie handball. Et j'ai voulu montrer également l'évolution en termes de salariés, pour montrer également que le club évolue, mais aussi administrativement, pardon. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes derrière et des femmes pour faire fonctionner tout ça. Juste pour illustrer mes propos, l'économie de la salle hors partenariat privé, on est à 30% du budget. Sur la partie vraiment HBC Nantes, sur un budget à 10 millions, je vous laisse faire le calcul, c'est relativement simple. L'idée, ça a toujours été de faire évoluer la billetterie dans un premier temps, donc c'était de remplir la salle. Une fois qu'on a rempli la salle, on a travaillé la partie F&B et la partie merchandising de façon plus poussée. On va en parler tout à l'heure, mais on va en parler après, ce sera plus simple. Justement, là, pour faire la transition, tu peux laisser le diapo d'après. Moi, ce qui m'a frappé quand je suis allé à Nantes il y a quelques jours, c'est qu'en fait,
moi-même, quand j'étais en club, on est toujours en train de se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour générer des revenus additionnels hors match, parce que finalement, tout sport confondu, quand vous faites l'addition, et même si vous jouez Coupe de France, Coupe de la Ligue, Coupe d'Europe, à la fin de la saison, sur 365 jours, vous n'avez quand même pas utilisé votre stade ou votre salle. Beaucoup. Et c'est vrai qu'exploiter son infrastructure au quotidien, c'est un enjeu pour beaucoup. PH en parlait tout à l'heure à Dijon, par exemple, avec, voilà, on commence sur du séminaire. Quand on est sur un sport en extérieur avec une pelouse, et pas forcément une pelouse synthétique, c'est quand même compliqué d'utiliser la pelouse. Donc là, dans une salle, c'est quand même une capacité à organiser des choses au quotidien. C'est ce qui fait, je pense, la différence avec les autres sports. Et je parle même pas du confort. C'est quand même autre chose. Encore une fois, moi, le premier, quand je suis venu vous voir il y a quelques jours, c'est quand même agréable. Moi, je suis 110% foot, pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Mais c'est vrai que on arrive, on est à l'aise, on a chaud, on n'est pas mouillé. Donc c'est quand même relativement agréable. Donc ça, je pense, c'est des choses quand même sur lesquelles il faut capitaliser au quotidien. Et le HBC le fait plutôt bien avec ce qu'on appelle le clubhouse. L'idée de cette intervention, c'est d'avoir un peu le mode d'emploi de OK, comment je peux exploiter mon infrastructure au quotidien, et donc plusieurs fois par an. Et donc voilà, Guillaume va nous en parler un petit peu plus. Alors l'idée du clubhouse, sans faire un parallèle avec le Club France, mais on s'y rapproche, l'idée c'était de diffuser nos rencontres à l'extérieur et de faire venir notre public. Alors comment ça a été créé ? Ça a été créé, alors, la première version c'était en 2018, mais bien avant ça on était à la Trocardière, donc notre salle d'avant, pendant les travaux de la H Arena actuellement. On a été en Final Four on était en quart de finale de Ligue des Champions. C'était les premiers dans l'histoire du club. Et le match retour qui était au Danemark, on s'est dit, si on ouvrait la Trocardière à l'époque pour accueillir nos fans et qui viennent voir tout simplement, qui regardent sur l'écran géant, le cube, tout simplement, la rencontre. On a fait 2000 personnes. On avait invité nos abonnés, on avait fait payer 2 € juste pour que ça nous paye la sécurité et tout ça. On avait ouvert les buvettes et tout ça. Donc, à partir de là, on arrive à faire 2000 personnes qui viennent regarder un match. On s'est dit que c'était plutôt pas mal. Donc du coup, une fois qu'on a réinvesti la H Arena, on s'est dit qu'on va garder le concept, mais à plus petite échelle. L'idée, c'est de permettre à nos fans de se retrouver. Alors, de générer de l'économie, oui. Pour être honnête, ce n'est pas l'opération la plus rentable du monde, loin de là. Mais d'un point de vue pratique, comment ça se passe ? C'est sur notre billetterie, on réserve un billet. Donc on vient tout simplement sur la billetterie, on va prendre un billet pour accéder au Clubhouse. Donc il faut juste être inscrit, c'est gratuit. Après, bien évidemment, il y a des planches de charcuterie, voilà, c'est comme dans un bar. Donc l'idée, c'est vraiment de faire fonctionner ça le plus souvent possible. On le fait essentiellement sur les matchs. Alors, ça a commencé en 2018, on a essayé en semaine, on a essayé en week-end. Voilà. Donc, avec l'expérience, on a compris ce qu'il fallait flécher. Donc, ça marche essentiellement en semaine, sur les gros matchs, bien évidemment. Donc là, l'exemple de jeudi, pour le coup, l'affiche est d'actualité, parce que dans 2 jours, on le refait. On aura 250 à 300 personnes qui vont venir regarder le match dans les salons. D'un point de vue salle, on a trois options potentielles. Alors, comme j'ai dit, on a l'exploitation de notre salle, donc c'est bien plus facile de le gérer. Donc on a une première version qui est le salon Néodif, où on accueille entre 100 et 150 personnes. Comme vous le voyez, c'est relativement simple. Des tables, des canapés, des manches debout, des tabourets, voilà, des planches, comme dans un bar, quoi, tout simplement. Donc on diffuse le match, donc on a écran géant, télé. Voilà, donc ça c'est la première configuration. On a une deuxième configuration avec une jauge un peu plus importante dans un autre salon VIP. En gros, c'est les salons qu'on exploite. Et on a fait 2-3 fois carrément sur le terrain. Donc là, on a rajouté des télés, on a le cube, on a les 4 écrans géants. Voilà. Et l'idée, là, on est monté à 800-1000 personnes, alors, en gratuit, toujours, sur des matchs à enjeu, genre des quarts de finale de Ligue des Champions ou des avant-derniers matchs de championnat, notamment contre Paris il y a 2 ans. On a fait plus de 1000 personnes. Alors pour le coup, quand il y a 1000 personnes, c'est bien plus rentable que quand il y a 150, je vous le confirme. Aujourd'hui, justement, tu dis que c'est gratuit. Est-ce que vous l'avez parfois monétisé, par exemple auprès d'entreprises, voilà, ok, vous pouvez venir faire un match à l'extérieur, justement dans nos espaces, ou est-ce que tu prévois justement sur certains matchs peut-être tenter des choses peut-être avec une offre avec un pack, ok, j'ai mon entrée gratuite, mais après potentiellement j'ai déjà précommandé à manger, à boire, etc. Alors, sur la billetterie, quand tu t'inscris, tu peux précommander directement à boire, ce qui nous permet, pas à boire, pardon, mais à manger.
Toutes les planches, là, on les fait faire en avance par le traiteur, donc on en prend en avance, mais ça nous évite de le gérer. Voilà. Il faut savoir, sur les clubhouse, c'est uniquement les salariés qui travaillent. Pour l'histoire, notamment pour le foot et le rugby, on est du handball, donc on a full bénévole sur tous nos matchs, ce qui a beaucoup d'avantages, il faut le dire, notamment dans les buvettes. Donc là, sur ces événements, c'est que les salariés, donc on a en gros 5-6 salariés par match qui tournent. On a grosso modo 5-6 clubhouse dans l'année. Alors on est dépendant du calendrier, on est dépendant des résultats sportifs également. Mais voilà, donc là, typiquement, demain, c'est le deuxième. Généralement, on en fait plus quand les matchs en jeu arrivent en deuxième partie de saison. Mais voilà, on a 5-6 salariés. Et sur la partie partenariat, j'avoue que pour le moment, on n'a pas trop travaillé avec les entreprises ce produit-là, parce qu'on veut l'ouvrir d'abord au grand public. Mais si demain, une entreprise souhaite privatiser, enfin, on est capable de le faire, il n'y a pas trop de... Je fais une mini parenthèse, mais l'un truc aussi qui m'a assez frappé quand je suis venu, c'est que tu avais beaucoup de bénévoles qui étaient plutôt jeunes. Ça aussi, c'est assez rare. Enfin, moi, encore une fois, j'étais en club et ceux qui ont des bénévoles à gérer, c'est pas toujours très facile, notamment quand ils sont âgés. Et c'est vrai que voilà, j'ai remarqué que tu avais quand même une équipe qui était jeune, ils jouaient le jeu, ils étaient déguisés, c'était le match Halloween. Enfin voilà, j'ai vu qu'en tout cas, ils étaient dans l'état d'esprit. C'est plutôt top à travailler avec ces gens-là, j'imagine. Allô. On a par rencontre entre 150 et 200 bénévoles, alors essentiellement derrière les bars, mais aussi à différents contrôles d'accès, accueil du public. On a créé depuis 2 ans un pôle notamment accueil du public. Je fais le parallèle avec la fan expérience parce que au départ c'était que du placement, mais on a changé le rôle parce que maintenant on a des gens qui accueillent le public dès leur arrivée en fonction des populations. Le PMR il est géré directement, on va le chercher, on l'amène directement à sa place. Voilà, on a créé vraiment des pôles avec les bénévoles. Pour revenir sur la question et la remarque sur l'âge, on essaye de créer une vraie cohésion avec nos bénévoles. On crée des événements. Je prends l'exemple du Clubhouse. Cette année, la première rencontre de Ligue des Champions, qui était un gros match, on a fait le choix de ne pas faire de Clubhouse à nos supporters. Par contre, on l'a fait le Clubhouse pour nos bénévoles. Pour le coup, là, c'était leur soirée à eux. Donc, en fait, ils étaient invités et ils ont regardé le match avec tout le monde. D'habitude, on le fait avec les joueurs. Là, les joueurs étaient à l'extérieur. Donc, voilà. Mais on a essayé de créer cet esprit Clubhouse, mais avec nos bénévoles. Bah, l'idée, c'est qu'ils reviennent et bon, l'ambiance, tu l'as vécu, est plutôt bonne. Voilà. Juste une petite question sur la communication et avant de passer à la collab en suivant, mais juste sur la communication. Comment vous le travaillez, cette communication sur le Clubhouse, pareil, pour donner peut-être des éléments et des idées au club ici présent? Alors, Clubhouse, tout simplement comme notre billetterie, enfin pour nous, ça reste un match, c'est un match à l'extérieur, mais ça reste comme un événement. En gros, on exploite notre billetterie. L'avantage, c'est que comme on vend le Clubhouse sur notre billetterie, bah, on a la data. Et bah, tout simplement, on leur renvoie des mails, tous ceux qui sont venus. Aux précédentes éditions, et on leur renvoie un mail pour leur dire qu'on en fait un nouveau et qu'ils peuvent venir. Les abonnés, pareil, jours de match, réseaux sociaux. Relativement classique, mais la data est le nerf de la guerre, vraiment. Ça fera plus tard la transition avec ce que je vous raconterai sur les États-Unis, mais c'est vrai que pour le coup, aux États-Unis, ils ont aussi ce truc-là où ils arrivent à exploiter au maximum leur base de données, bon, bien entendu, mais surtout d'exploiter au maximum et de rythmer, on va dire, la saison d'un supporter, d'un abonné, d'un partenaire. Suivant les sports américains, je vais prendre l'exemple du football américain, vous avez 10 matchs à domicile par exemple, donc forcément l'offre et la demande est assez dingue et les prix flambent, mais c'est vrai que du coup, la majorité des franchises américaines organisent des choses sur les matchs à l'extérieur parce que c'est le moyen aussi de créer un lien avec le public, générer des revenus additionnels et parfois même satisfaire un public qui aimerait avoir des places pour les matchs, qui ne peut pas, mais c'est le moyen de gentiment lui dire allez, t'es quand même avec nous, quoi. Et ça me fait penser, par exemple, vous l'avez sûrement vu un petit peu l'histoire du Stade Rochelet qui est full depuis des années sur les matchs de championnat, notamment sur le rugby. Ils ont récupéré le club de basket. C'est un moyen de mettre des gens, on va dire sur le côté. Ok, vous êtes quand même partenaire, vous êtes quand même des abonnés publics, vous êtes avec le Stade Rochelet. Et finalement, c'est la marque en tant que telle qui est valorisée ici. Donc c'est plutôt intéressant. Pardon. J'ai un truc que j'aimerais bien aussi que tu nous en parles juste après sur une collab. Pareil, j'ai découvert ça quand je suis venu. Vous avez monté une collaboration avec une marque nantaise sur une basket. Alors tu vas nous en parler un petit peu plus sur une sneakers, mais en fait moi je me suis de suite dit
comment ça peut passer avec l'équipementier. Alors aujourd'hui, vous êtes avec Nike. Quand ça a commencé, vous étiez avec Erima. Mais c'est vrai que ma première réflexion, ça a été de dire, attends, je vois que tout le monde porte la basket, que ce soit d'ailleurs, j'ai vu du grand public, mais que ce soit des admins ou les joueurs. Et voilà, j'aimerais bien que tu nous en parles parce que je trouve que c'est intéressant aussi dans cette idée de générer des revenus additionnels et de travailler le merchandising et pas ricocher la fan expérience, puisque les fans peuvent aussi acheter bien sûr cette basket. Alors, la collab avec Ngo, elle a commencé en 2020, donc on est sur le 3e modèle. Généralement, un modèle fait 2 ans. Donc la première image à gauche, c'est le premier modèle, donc, qui était relativement simple, où il n'y avait pas forcément trop nos couleurs de visibles. Et là, c'est la version de cette année. Donc le premier modèle était à 95 € de mémoire. Là, on est bien plus cher, enfin bien plus. On est à 130 €, mais ce qui est relativement le prix de sneakers classique aujourd'hui. Comment ça a été créé? En gros, Ngo, c'est une société qui est née à Nantes. C'est des valeurs communes entre les 2 entités. Qui sont de mémoire la solidarité, le lien éducatif et tu as la 3e de mémoire devant toi. Je l'ai peut-être pas trop loin d'ici. Le respect. Le respect, voilà. En gros, ce qu'il faut savoir, Ngo, c'est une entreprise donc nantaise. Les baskets, elles sont faites au Vietnam et à chaque paire vendue, ça sert à financer la création d'écoles dans le nord Vietnam. Donc l'idée, au niveau des valeurs, ça nous paraissait cohérent avec les nôtres, dans le sens où nous, HBC Nantes, on est très, très proche aussi des quartiers nantais. Les joueurs interviennent pour des entraînements dans les quartiers, auprès des publics un peu plus en difficulté. Et donc du coup, la collab, elle était relativement logique à ce sujet. Par rapport à ta question avec Erima et Nike, la réponse, elle est simple. C'est juste dans les contrats. Les contrats qu'on avait avec Erima, c'était uniquement sur la partie sportive. Donc les joueurs, comme les joueurs de foot, on ne peut pas choisir les crampons, ça leur appartient. Donc Erima ne pouvait pas imposer. Alors Erima, c'était encore plus simple parce que niveau basket, il n'y en a pas, donc on gagne du temps. Et avec Nike, la question, elle ne s'est pas proposée non plus parce qu'on avait un contrat et du coup, c'était encore plus facile à gérer parce qu'ils sont arrivés en connaissance de cause. La chaussure, elle est portée par tous les joueurs en après-match, le staff sur le banc et les salariés administratifs également jour de match. Alors, pas avec une obligation pour le secteur administratif, mais voilà, c'est conseillé. Et, voilà. Ces sneakers sont mis en vente uniquement sur la boutique du club ou aussi sur d'autres points de vente en ville? Alors c'est vendu boutique du club, boutique physique bien évidemment, boutique en ligne de Ngo et également sur certains points de vente dans l'agglo nantaise, mais ça c'est Ngo qui gère cette partie revente auprès des boutiques. En tout cas, je voulais voir que Guillaume vous parle de ça rapidement, parce que je trouve ça intéressant, encore une fois, toujours dans cette idée de sortir un peu de « Ok, j'ai un équipementier, c'est lui qui me fournit mes produits basiques qu'on retrouve dans ma boutique. » Et là aussi, pour faire un mini parallèle, on n'en parlera pas forcément, parce que le but, c'est d'aller assez vite après, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont ce truc-là où vous rentrez dans une boutique je sais pas, j'ai cet exemple des Lakers, par exemple, que vous connaissez tous, ils jouent en jaune ou en violet. Vous rentrez dans la boutique des Lakers, vous avez des trucs de 50 couleurs différentes, notamment les casquettes, les fameuses New Era qu'on connaît tous. Vous allez dans la boutique des Yankees, le NY, c'est peut-être le logo le plus connu au monde. La moitié des gens, je pense qu'ils ne savent même pas que c'est une équipe de baseball derrière et puis s'en foutent. Mais c'est vrai que c'est là où c'est très fort, c'est qu'en fait, ils ont vraiment cette capacité à reproduire et à produire un maximum de produits, travailler sur la marque et puis surtout, encore une fois, générer des revenus additionnels. Donc c'est en ça que c'est intéressant, parce que c'est vrai que moi, de suite, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, je ne sais pas comment ça doit être possible avec l'équipementier, et je trouve ça plutôt cool. Je te laisse nous faire un petit point, on va dire, pêle-mêle de quelques trucs sympas en matière de fan expérience. Donc nous, le H Experience, on a, enfin, ma vision en tout cas, qui est partagée par les équipes, mais en gros, c'est le sport. J'ai discuté avec plusieurs personnes depuis ce matin et je l'ai répété plusieurs fois, mais je pense que le sport, on se regarde un peu trop le nombril. C'est pas méchant, loin de là, hein, mais je pense qu'il faut qu'on aille voir un peu ce qui se fait ailleurs dans tous les secteurs d'activité. Faut vendre un billet, que ça soit de la SNCF, un parc d'attraction, c'est exactement le même travail pour moi. Et accueillir du public, un parc de loisirs accueille du public, un stade accueille du public, un cinéma accueille du public, donc le métier reste à peu près le même pour moi. Et je pense qu'il faut aller piocher tout ce qui se fait ailleurs, aux États-Unis également, bien qu'il y a des spécificités qu'il faut bien prendre en compte. Mais voilà, donc l'idée principale, nous, on a toujours travaillé sur le fait d'aller voir ce qui se fait ailleurs.
Or, on n'a rien inventé, loin de là, on a juste pioché et adapté à notre vision. Je vais parler un peu de ce qui a été déjà dit, mais c'est pour montrer notre expérience et ce qu'on fait au HBC Nantes. Toute la partie catering, donc notre brasserie des supporters, qui est un peu l'équivalent d'une bodega, quelques événements spécifiques, carte membre, info pratique, expérience, achat. Je vais tout détailler rapide. J'essaie de ne pas être trop long. Au niveau des diversifications de l'offre, on a une idée principale qui est que le fan qui vient plusieurs fois dans la saison et un choix varié. On a sur 5900 places, on a 2500 abonnés grand public. Donc on bloque le nombre, donc ça veut dire qu'on a quasiment la moitié de la salle en grand public qui revient à chaque événement, parfois 3 fois en une semaine. Donc c'est sûr que si l'offre elle n'est pas variée et qu'il mange tout le temps la même chose, au bout d'un moment il va arrêter. Donc on a une offre relativement variée qui passe de la friterie avec des frites faites maison sur place, avec des sandwichs saucisses merguez. On n'a rien inventé, hein, mais avec des producteurs locaux. Donc la charcuterie, elle vient du charcutier d'une ville à côté de Nantes. Le pain, il vient d'une boulangerie à côté de Nantes. Le fromage également. Donc l'idée, c'est, on fait tout sur place, les sandwichs. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir une diversification de l'offre pour permettre à une personne de venir le plus souvent possible. Je rebondis sur la partie qui a été dite avant, notamment sur la partie encaissement. Au HBC Nantes, on est 100% cashless et carte bancaire. On ne prend plus d'espèces depuis quelques années. Alors c'est un gain de temps, un gain d'argent évident parce qu'il n'y a plus d'erreurs et puis il n'y a plus de vol, il faut aussi le dire. Et ça, sincèrement, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Et la présentation d'avant sur le fait de se retourner et de ne pas faire de pas, c'est quelque chose qu'on étudie depuis très longtemps. L'idée, c'est qu'on a même des bars où la personne, elle bouge même pas les pieds. Mais encore un point à mettre en avant, c'est qu'on a des bénévoles, donc c'est facile de mettre beaucoup de monde derrière un bar quand on a des bénévoles. Il faut aussi le dire, et quand il y a des concessions et que c'est de la ressource humaine payante, c'est pas la même chose, et j'en ai pleinement conscience. La brasserie des supporters, alors qui est un événement qui est un peu une bodega chez nous, l'idée c'est de faire rester les supporters le plus longtemps possible, parfois tard dans la nuit, quand ça ferme jamais, et passer un agréable moment. L'idée qu'on a, c'est un peu comme le Clubhouse, c'est un peu dans le même esprit, ils réservent en avance leurs planches. Ils réservent leurs planches en avant-match sur la billetterie en ligne. Donc pareil que le Clubhouse, on leur envoie un mail, j'en parlerai tout à l'heure, en amont des matchs, pour qu'ils puissent réserver leurs planches de charcuterie, de fromage, de ce qu'ils veulent. Il y a 150 places en avant-match et en après-match. On est quasiment plein à tous les matchs. L'idée, c'est d'avoir vraiment un lieu de vie où les supporters se retrouvent, le groupe de supporters se retrouve là-bas. On a des joueurs qui viennent en après-match. Alors, on n'a pas la problématique du foot ou du rugby et nos joueurs peuvent circuler librement au milieu de tout le monde, ils ne vont jamais être embêtés. C'est aussi une chance, on en a conscience. Mais voilà, comme disait Benjamin tout à l'heure sur la photo de gauche, on peut voir que là, ils sont tous déguisés. C'était sur les 70 ans du club. Et voilà, l'idée qu'on a, c'est vraiment de faire vivre cet espace le plus possible avec des soirées à thème, soirée Halloween, soirée brasserie, voilà, soirée paella, et voilà. Ça me permet de rebondir sur les quelques événements spécifiques qu'on peut créer au sein des matchs. Donc l'Oktoberfest notamment. Donc on a lancé ça il y a 2 saisons avec une bière particulière, une bière spéciale Oktoberfest. Une bière particulière du coup qui vient de Bavière directement. Donc l'idée c'est qu'on décline ça. Sur d'autres principes, Halloween, Saint-Patrick, on n'a rien inventé, plein de clubs qui le font, mais on essaie de mettre la déco, de faire participer le grand public, le plus de monde possible. Ça a un avantage, c'est que ça permet aux salariés notamment aussi de sortir du cocon quand on joue tous les 3 jours et qu'on refait tout le temps la même chose. Il y a un peu une inertie qui est la même, et de temps en temps, grâce à un événement particulier, ça permet aux salariés d'être un peu remobilisés et d'aller un peu plus de l'avant. Les fagnons, c'est moi qui les mets avec un collègue. On est quand même une petite structure, donc il faut bien qu'on le fasse. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de voir comment on peut faire évoluer les recettes, parce que le nerf de la guerre, on ne fait pas tout ça pour les beaux yeux, on fait ça pour gagner de l'argent, bien évidemment, et pour que le public revienne. Une autre...
je vais passer très vite là-dessus, mais c'était dans notre brief, donc je l'ai mis. Mais en gros, la carte membre, quelque chose qu'on a créé. Alors, on a une chance, et c'est d'être plein à tous nos matchs. Donc forcément, c'est plus facile. Donc on a créé une carte il y a maintenant 5-6 ans. On a créé, d'autres clubs le faisaient bien avant nous, et notamment les anglo-saxons. Cette carte, elle donne une priorité d'achat à toutes les rencontres. Alors c'est utile dans le sens où, vu qu'on est plein à toutes nos rencontres, voilà. Mais c'est d'autant plus utile où nous on pratique le yield management, donc l'évolution des tarifs. Il faut savoir que sur un match de HBC Nantes, entre le moment où on met en vente et le jour du match, le prix de la place peut augmenter de quasiment de 50%, voire parfois de 100%. Donc ça a un vrai intérêt. Bon, et après, d'autres avantages. Et on a créé un nouvel avantage cette année, c'est l'accès prioritaire à la campagne d'abonnement. Cette année, on n'a pas ouvert la campagne d'abonnement aux nouveaux abonnés, parce qu'on était plein. On limite pour permettre au grand public de venir à nos rencontres. Donc on limite le nombre d'abonnés. Cette année, les personnes détenteurs de la carte membre seront prioritaires et auront une garantie d'accès à la campagne d'abonnement. Pour info, la carte elle est vendue 20 € et tu n'as toujours pas accès au match. Et on arrive à en vendre entre 400 et 500 par an. Voilà. Alors on a une forte taux de vente sur des périodes quart de finale de Ligue des Champions, tout ça, où les gens ils vont payer déjà 20 € de plus, juste pour être prioritaire et être sûr d'avoir une place. Donc ça, voilà. On a la chance d'être plein, donc c'est bien plus facile, et j'en ai conscience. Au niveau des infos pratiques, en termes d'expérience client, j'en parlais notamment pour la brasserie. C'est juste ce qu'on a mis en place en termes d'email marketing. C'est juste des infos pratiques, hein. Là, on ne vend rien, à part la brasserie. Hein, mais en gros, quand on a une soirée à la brasserie spéciale, 14 jours avant, on envoie un mail à tous les détenteurs d'un billet, leur disant qu'il y a une soirée à la brasserie, pour qu'ils réservent leur planche en avance, ainsi de suite. J-7, on a un mail automation qui est paramétré une fois en début de saison, et puis il part à J-7 à tous les détenteurs de billets. Pareil, on en fait un J-1. Or, jour J, il y a le match. Et à J+1, on refait un mail également. Tout ça, ça a été créé pour simplement rappeler les infos du match. Parce que nous, on a une particularité que peu de clubs font, et de plus en plus le font, mais notamment dans le foot, je sais que ce n'est pas trop les coutumes. Nous, on vend des places sans connaître la date du match. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'avoir la date de la rencontre. Nos matchs de février-mars sont déjà en vente. Je ne sais pas si je vais jouer le vendredi, le samedi, le dimanche. Donc, ce qui nous permet de communiquer en amont pour rappeler aux personnes la date du match, pour être sûr qu'ils viennent à la bonne date. Et ça nous permet aussi de vendre notamment la brasserie, de mettre en avant que la personne, quand elle arrive, elle sache où il peut aller se garer, qu'il sache toutes les animations qu'il y a à chaque rencontre. Donc ça, c'est organisé, on fait ça depuis plusieurs années, et on se rend compte que ça fonctionne plutôt pas mal. Je vais passer assez rapidement, c'est juste des exemples de ce qu'on peut mettre en place. Alors j'en parlais tout à l'heure, le Covid a eu du bon avec certaines personnes. Le Covid, d'un moment, on nous a obligés pour pouvoir consommer, on était obligés d'être assis. Donc on a dû investir des guéridons et des tabourets pour mettre à l'extérieur. On avait le droit de consommer que dehors, assis et à une table. Donc du coup, on a été obligé d'investir. C'était très bien parce que du coup, on a tout gardé et maintenant, ça fait une zone plutôt sympa qui fait que sur toutes nos rangs... En fait, j'appuie sur le bouton. Et du coup, je ne sais plus où j'en étais. Ça permet d'avoir... donc ça, c'est l'accès à la H-Arena avec un DJ. L'idée, c'est d'avoir... quand les gens ils arrivent, ils ont envie de traîner, ils ont envie de passer du temps sur le parvis. Alors là, c'est 2 jours, hein, mais on a des lumières jaune et orange de nuit. Enfin, l'idée, c'est que les personnes puissent vivre puissent rester le plus longtemps possible avant ou après match. Donc avec DJ, avec tout ça pour une fan zone relativement simple, mais qui fonctionne plutôt pas mal. On a l'expérience, c'est aussi l'entrée des joueurs, les tifos. On a des ultras, des gentils ultras, les ultrages qui s'appellent, qui ont la particularité de faire plusieurs fois des tifos dans l'année. Alors je le mets dans l'expérience H-Arena parce que le HBC Nantes aide le groupe de supporters à financer tout ça, parce que ça fait partie de l'expérience. Donc là, c'était un exemple contre un match contre Aix l'année dernière.
Benjamin est venu sur Barcelone, il en a vu un autre. L'idée, c'est de faire vivre un peu ce qui se fait ailleurs, mais avec nos codes à nous. Donc ça, c'est le groupe de supporters qui le fait. Et après, à gauche, vous avez l'entrée des joueurs de certaines rencontres. Alors, on ne fait pas tout le temps la même chose, mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'événementialiser ça pour que les personnes puissent vivre un moment agréable et que même quand le match termine par une défaite, au moins, ils ont quand même passé un bon moment. Animation tribune, on a, alors pour le coup on ne voit pas très bien, mais à gauche c'est des temps morts. Benjamin a vécu l'expérience. On a depuis quelques temps, alors je vous montre l'exemple parce que je l'ai encore, donc ça m'arrive rarement. Mais tu l'as encore, Benjamin, ou pas? Voilà. Voilà, en gros, bref, sur certaines rencontres, l'avantage c'est un sport de salle, donc on distribue des pastilles de couleur à l'entrée. Alors c'est encore facile quand on a des bénévoles, mais voilà, donc on distribue 6000 pastilles qui permet de, quand on met la salle dans le noir, tout le monde a une pastille jaune et violette, ce qui permet de faire une animation qui est plutôt simple, à moindre coût, et les gens passent un bon moment. Les temps morts sont animés. On a une fanfare sur toutes nos rencontres. Alors, c'est pas grand-chose, mais je vous assure qu'un match sans fanfare, c'est plus pareil. Pour en faire plusieurs dans l'année, des déplacements, on sent que naturellement, les gens reprennent. Donc l'animation tribune, le speaker, tout ça, c'est un peu à l'américaine, mais avec nos codes à nous, et ça marche plutôt pas mal. Je vous montre une petite activation qu'on a pu faire, alors c'était de mémoire il y a 2 ans, sur qui allait être le 100 millième spectateur. Donc ça, on l'a décidé une semaine avant la rencontre, et on s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas, alors c'est l'ancienne mascotte, elle ne ressemble plus du tout à ça, mais voilà, l'idée c'était d'événementialiser un peu le 100 millième spectateur de la saison. Donc l'idée est relativement simple, c'était juste d'événementialiser le 100 millième. Et la petite anecdote, c'est l'espace où la famille a regardé le match. Maintenant, on la commercialise en place. On a créé un carré or. Enfin, ça nous a donné cette idée, pour le coup, de vendre une place sur un canapé, ce qui nous a permis de générer plus de recettes. Mais voilà, l'idée, c'est de faire vivre une expérience au sein de la H Arena, même quand c'est pas prévu. La famille n'était pas au courant, bien évidemment. Mais voilà. Et juste, dernière chose, par rapport à la fan expérience, on est sur, ça fait 3 ans maintenant qu'à chaque fin de saison, on envoie un questionnaire à l'ensemble des acheteurs. Alors je précise des acheteurs parce que bien évidemment, on n'a que la donnée des acheteurs et pas des porteurs de billets. D'ailleurs, c'est un réel sujet en billetterie. Du coup, on l'a envoyé à plus de 3000, 4000 personnes de mémoire. Il y en a 1300 qui ont répondu. Donc on avait fait gagner 3 maillots dédicacés, bien évidemment, pour que les gens répondent.
Et le retour d'expérience, il est qu'on a 98% des répondants qui sont très satisfaits de leur expérience. Donc on se dit qu'on est sur la bonne voie en tout cas. Mais ce qu'on fait surtout, et ce qui est le plus important pour nous, c'est pas cette stat qui est un peu, j'ai envie de dire pas inutile, mais voilà, bon, on sait qu'on est bien. Mais surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on lit vraiment toutes les réponses, une à une. Alors, ça prend du temps, en transversal, hein, bien évidemment, et en fonction des réponses, on les envoie au secteur concerné et sur les axes d'amélioration en F&B, en merchandising, en parking, en accueil. Et ce qui nous permet tous les ans d'avoir une évolution de qu'est-ce qu'on peut améliorer et d'avoir le retour direct de nos supporters, parce que bien évidemment, c'est eux qui nous font vivre. Donc en fait, s'ils nous disent qu'ils galèrent et qu'ils mettent 45 minutes pour venir à tous les matchs, peut-être qu'il faut qu'on travaille dessus, par exemple. Voilà. Donc c'est des pistes d'amélioration qu'on a eues et qu'on essaye de faire.